Bonsoir, alors on est en train de laisser tout le monde arriver et puis nous commencerons dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour pour certains, bon après-midi, suivant si vous êtes connectés depuis l'Amérique latine. Bonsoir pour ceux qui se connectent depuis la France ou la Suisse francophone, puisque ce webinaire est également traduit en français et je souhaite donc la bienvenue aux francophones. Pour celles et ceux qui auraient besoin de l'interprétation vers le français, vous pouvez cliquer en bas de votre écran sur le globe et choisir la langue qui vous convient. Si vous ne voyez pas ce globe, il convient de cliquer sur le plus et vous pourrez ainsi avoir accès à l'interprétation. Étant donné qu'il s'agit d'un webinaire, les règles demandent que les vidéos et les webcams et les micros restent éteints, sauf si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, vous pourrez utiliser le bouton Q et R, questions et réponses, en bas de votre écran sur Zoom. J'ai donc décrit maintenant les informations spécifiques pour que ce webinaire se passe mieux. Et nous allons maintenant conclure ce webinaire, ce cycle de 3 webinaires sur l'instruction sur les microfinances. On a commencé en mai avec un webinaire assez générique sur les informations de la microfinance et les cas de certains pays défavorisés. Et puis, on a parlé de la Bolivie avec Cidre. Et on est passé au webinaire suivant qui a eu lieu le 25 septembre dernier. Et là, nous avons étudié le lien entre la microfinance et le genre. Nous avons ainsi accueilli Promujer de Bolivie. Et aujourd'hui, lors de ce troisième et dernier webinaire de cette série, nous allons nous concentrer sur les conséquences des microfinances et nous allons ainsi vous donner un cas pratique dans ce cas-ci, celui de l'Équateur. Et nous aurons avec nous FACES. Et commençons très simplement. On va présenter deux discours, une vingtaine de minutes de chacun environ, et puis ensuite il y aura un petit moment dédié aux questions et réponses pour vous répondre. La première intervenante posera le cadre de la question de l'évaluation de l'impact et de l'impact réel que les organisations qui participent à la microfinance ont. Et lors de la deuxième présentation, on vous présentera l'expérience de FACES dans ce cadre d'évaluation des conséquences, des impacts de la microfinance. Alors, je présenterai les intervenants en temps et en heure, Carmen Pérez et Luis Palacio. Euh, et je vous donnerai leur présentation plus détaillée dans quelques instants. Avant tout cela,
Et étant donné que vous le savez, si vous participez à nos webinaires, on aime bien commencer par quelques petites questions pour voir à peu près quelles sont vos connaissances ou votre intérêt concernant les microfinances. Et on va commencer avec une première question. Vous verrez une petite fenêtre s'afficher sur votre écran et vous devrez simplement choisir la bonne réponse. Peut-être qu'on aura des experts de la microfinance ou pas d'ailleurs, puisque c'est un monde encore un peu obscur pour certains. Donc, commençons avec la première question. Quelle est la part de personnes en situation de pauvreté dans le monde qui n'ont pas accès à un compte bancaire? Et là, vous avez trois options. 75%, 47% ou 23%. Alors, je vous laisse encore quelques instants pour voter. Et on pourra très bientôt vous partager les résultats. Voyons voir. Eh bien, la majorité a répondu 47%. Et c'est cela. On a obtenu d'ailleurs ces informations de la banque de données Global Findex. Deuxième question. Quelle part de la population adulte en Équateur est victime d'exclusion financière? 27%, 39% ou 17,5%? Voyons les résultats. La majorité a répondu 39%. Alors, si je ne me trompe pas, la bonne réponse est 27%. La source est l'un des rapports 2023 de la Banque de développement. Mais effectivement, 27%, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que 4 adultes sur 10 en Équateur, un pays où la microfinance est très développée, n'ont pas accès. Elles sont, pardon, exclues de la finance. Dernière question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Que les microfinances soient fournies aux personnes en situation de pauvreté ou que la microfinance soit disponible pour un plus grand nombre de personnes. Si vous aviez à choisir, quelle serait votre préférence? Alors là, c'est effectivement un dilemme moral auquel le monde de la microfinance est confronté depuis très longtemps. Et la majorité des participants à ce webinaire préféraient que la microfinance soit disponible aux personnes les plus défavorisées. Alors, c'est une position assez majoritaire, mais comme je l'ai dit, ça reste un dilemme auquel le monde de la microfinance est confronté depuis très longtemps et je suis certain que Carmen ou d'autres pourront nous en dire plus. Peut-être que ce n'est pas un dilemme pour eux, peut-être que les dilemmes n'ont pas vocation à être résolus, mais plutôt à être dissous. Voilà donc pour la mise en bouche et on va pouvoir passer à la présentation de Carmen qui va nous planter le décor de la situation, de quelles sont les conséquences, l'impact, notamment sur la réduction de la pauvreté. Je vais la présenter. Carmen Pérez Sanchez est professeure de l'impact social à l'université de Comillas. Elle a une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier, plus de 15 ans d'expérience dans le secteur social.
et elle a été professeure dans différentes universités. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur elle, elle a aussi été à la tête, de la fondation Cyclomi, qui est vraiment une référence, en Espagne, à la fois pour ses études, ses analyses, mais aussi pour le soutien qu'elle apporte, au système de microfinance, notamment pour les pays du Sud, et elle a elle-même lancé ses propres projets de microfinance en Espagne. Et moi, ça fait longtemps que je connais Carmen et je sais que c'est une personne qui s'y connaît très bien en microfinance en Espagne. Carmen, nous sommes tout oui pour que vous puissiez nous éclairer notre lanterne. Merci beaucoup, Jorge. Merci à Ococrédit de me donner la possibilité de vous raconter ce qui m'a occupé durant les 4, 5 dernières années. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à ceux chez qui il fait encore jour. Alors, je vais essayer de simplifier ma présentation le plus possible, mais je dois évidemment commencer par certaines définitions que je partage normalement à l'université, qui vient aussi du think tank d'impact social dont je suis membre depuis 5 ans. C'est là que la chaire a commencé et c'est là que l'on a eu le plus d'aspects positifs. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, voyons voir. Alors, si vous pouviez juste me dire si vous voyez bien ma présentation. Je ne vois pas encore le mode présentation. Ah oui, c'est bon, Jorge? Oui, c'est très bon. C'est bon maintenant, ça fonctionne. Parfait. Alors, en réalité, il n'y a pas de dogme ici, donc c'est plutôt un échange et vous allez voir pourquoi il n'y a pas de dogme. Tout d'abord, je souhaite commencer par la définition de l'impact social et environnemental, puisque la chaire l'a inscrit dans le premier document qu'elle a rédigé lors d'une étude multidisciplinaire et multi-acteurs auquel des entités privées, publiques, des ONG et le monde universitaire ont participé. Et vous verrez que cette définition, vous la voyez ici, ce sont les changements que les personnes et la planète connaissent en raison d'une activité, d'un projet, d'un programme ou d'une politique concrète et qui a des conséquences sur la condition humaine sur le long terme. Et ces changements peuvent être mesurables, positifs ou négatifs, intentionnels, pardon, ou pas, tangibles ou intangibles. En d'autres termes, je souhaite mettre l'accent, voyons voir, donc je souhaite mettre l'accent sur deux choses, sur trois choses même. Tout d'abord, on parle de changement ou de transformation. Ça, c'est le concept le plus important quand on parle d'impact, qu'il soit social ou environnemental. Deuxième chose, c'est le long terme. On parle là d'une durée de plus d'1 an et très souvent de plusieurs années. Et troisième point sur lequel je souhaite insister, c'est la mesure. Il faut que l'on puisse mesurer tout cela. Et pour cela, la chaire a développé toute une série d'outils que vous pouvez trouver sur notre site internet, tels que la mesure et la gestion de cet impact social et environnemental, puisque réussir à identifier les indicateurs nous permet de vraiment commencer les mesures. Donc ça semble assez compliqué, mais en fait, la chaîne de valeur, c'est ce qui est le plus important dans les études d'impact. Tout d'abord, il faut rassembler l'ensemble des groupes d'intérêt. Donc, c'est non seulement les utilisateurs de nos outils, mais aussi avec les groupes d'intérêt, puisque ce sont eux qui vont contribuer à l'objectif que nous nous fixons.
Et donc, ce n'est pas la même chose que de contribuer et d'attribuer. La contribution qui est faite, à un changement est toujours, une amélioration économique, l'activité qui est réalisée. Donc par exemple, on a des mesures économiques et des ressources humaines pour mettre en place des activités qui engendreront une série de résultats qui nous permettront d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Mais ce qui est le plus important ici, c'est la transformation que nous sommes capables, de mettre en place dans la vie d'autrui. Et pour identifier, cette estimation, cette évaluation, il faut voir quelles sont les contributions de chacun de ces groupes d'intérêt. Et on peut, là inclure, les différentes entités, les personnes qui travaillent dans le monde de la microfinance, les bénévoles, ou autres. En d'autres termes, on peut ainsi distinguer 2 types, d'indicateurs dans cette chaîne de valeur qu'on appelle la chaîne de valeur de l'impact. Certains, assistants ont participé à, l'étude au mois de novembre. OK, très bien, mais alors qui sont-ils? C'est comme si j'allais chez le médecin, que je faisais un examen, qu'il me disait: «Voilà, j'ai, les résultats», mais qu'il ne me disait pas quelles étaient, les raisons de mon problème médical. Et vous voyez ici de nombreux indicateurs, qui ne sont pas limités évidemment, mais dont les bailleurs de fonds ont besoin. Ensuite, il faut voir quelle, valeur chacun apporte. Donc, d'une part, il faut penser au long terme et d'autre part, mesurer ce qu'on fait. Et ça n'a rien à voir avec, l le résultat, mais plutôt avec, l'objectif. L'autre question, c'est, la proportionnalité et vous comprendrez mieux ce que je veux dire quand je vous donnerai un exemple un peu plus tard. Ensuite, il y a les indicateurs d'impact. Ils sont utilisés en même temps que les indicateurs de résultats et dans plus de 40 des cas, les ressources pardon, viennent de proches. On parle ici de minimum 2 ans et on parle de personnes qui ont pu améliorer leurs ressources et qui ont pu bénéficier de la participation des différents acteurs de la chaîne. Et vous voyez ensuite le reste des exemples. Pour appliquer ça au monde de la microfinance, je vais me servir de cette infographie que vous voyez à l'écran, du Fonds Surco. Alors, ici, pour moi, le plus important, c'est le changement que l'on prétend mettre en place chez les gens pour réduire la pauvreté et pour permettre un plus grand développement régional. Et cela, ça part depuis l'organisation. Il faut voir quels sont les objectifs pour atteindre des résultats qui permettent ce changement. Et pour cela, il faut une stratégie qui se traduit en série d'actions ou d'activités concrètes. Mais le plus important ici sur cette image, c'est le changement auquel on souhaite arriver, le changement chez les personnes. À partir de 2009, pour une série de circonstances, tout à fait, séparées, eh bien, à partir de 2009, on a commencé à beaucoup parler de la protection du client et c'est là que, la Smart Campaign a été lancée pour remettre l'humain au cœur de tout.
Il semblerait qu'avant, l'accent était davantage mis sur les produits que sur l'humain. Ainsi, cette campagne, qui était une campagne mondiale et qui a permis de d'atteindre des résultats incroyables en mettant l'accent sur l'humain, comme je l'ai dit, eh bien, ça a permis de développer encore d'autres efforts de la part d'autres organisations telles que le SPTF, que vous connaissez probablement. Et puis, ça a permis aussi de développer la question du développement social et environnemental. Et les dernières normes incluent, c'est celle des résultats environnementaux. Puisque sans humain, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de résultat. Il s'agit donc vraiment d'une feuille de route et du reste de l'étude d'impact. Donc, quand on parle d'impact, on veut atteindre quelque chose qui est déjà inscrit dans l'agenda à l'horizon 2030 des Nations Unies et qui permet vraiment de répondre à toutes les facettes d'une personne, mais aussi de la planète, dans tous les domaines. Et qui permet vraiment d'être développé dans tous les programmes, stratégies et autres pour arriver à cet impact euh, auquel on aspire. Et en parlant d'impact, dans le monde de la microfinance, je pourrais parler en termes plus clairs, j'ai trois exemples. Alors, le premier, vous allez le reconnaître probablement, prix Nobel. Qui donc avec un livre de 2 chapitres qui s'intitule Repenser la pauvreté, avec un chapitre vraiment très développé, très sérieux sur la thématique et qui a donc valu à l'auteur un prix Nobel. Et je pense que vous avez reconnu Estelle Duflo. Et on a également développé les essais, les études randomisées pour qui ont permis de voir, donc études qui ont été menées un peu partout dans le monde et qui ont permis que l'accès à la microfinance permettait à la personne bénéficiaire d'améliorer sa vie. Et ce que l'Académie dit, c'est qu'il faut avoir un groupe de contrôle et un groupe d'intervention. Donc, à ce groupe d'intervention, on leur donne un accès à la microfinance, à certains outils ou qui sont fournis par les acteurs du monde de la microfinance, et on les suit, mais on les laisse faire. Et ensuite, on compare les résultats entre ces deux groupes. La conclusion à laquelle cette étude est parvenue était la suivante. Il est particulièrement difficile d'attribuer au programme de microfinance la réussite, la paternité, si vous voulez, de l'amélioration de la vie d'une personne déterminée, puisque lorsque l'on a donné accès aux microfinances, au groupe de contrôle, eh bien, les changements n'étaient pas non plus énormes. Ainsi, il faut prendre en compte énormément de variables, de données et de circonstances différentes générales que il est trop compliqué d'en tirer une conclusion vraiment pertinente et robuste pour savoir si oui ou non le postulat de base s'avère. Il semblerait que l'accès à la microfinance permet le développement, notamment dans la vie d'une personne, mais ce n'est pas forcément très concluant. Alors, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple pour expliquer ce que j'ai à dire. Donc,
à part ce que Madame Duflot a pu démontrer, on a continué à donc étudier la question. Demain, nous devrons continuer à travailler pour essayer de trouver une conclusion un peu plus robuste. Et alors 60 décibels, c'est une boîte de conseil qui a mené des études en Asie et en Amérique latine sur la microfinance. C'était très novateur puisque dans l'indice développé par 60 décibels, ils ont inclus une série de mesures d'auto-évaluation, d'auto-perception. Et cette étude ne prétend pas être une étude universitaire ou académique ou scientifique, mais l'objectif était vraiment de mettre en valeur le monde financier et les effets que la microfinance a dans la vie des bénéficiaires. Et l'aspect innovateur, ou le contrepoids, disons, de l'aspect scientifique, c'est est-ce que c'est en fait l'amélioration de la vie d'une personne est entre guillemets réelle ou est-ce que c'est juste une perception de sa propre vie? Ainsi, 6 dimensions ont été développées dans cette étude avec d'autres types d'indicateurs davantage quantitatifs et bien plus faciles à mesurer. Mais ceci étant dit, il y a eu 2 éditions déjà, une fois et donc à chaque fois, pardon, ils ont incorporé les changements et j'attends avec impatience, la version 2024 puisqu'il inclura normalement un module, dont ils se sont rendus compte qu'il manquait et il s'agit en fait de voir comment inclure les, services non financiers. Bon, les conclusions de cette étude menée par 60 décibels est que mais on en revient à la même chose, qu'à la Smart Campaign, que c'est difficile puisque on on écoute vraiment en fait, les bénéficiaires pour savoir comment les aider et on essaie de voir comment cet, indice va évoluer d'année en année et enfin, il faudrait voir également comment les données manquantes sont ensuite intégrées. Ainsi, leur, rapport est très visuel, très intéressant, surtout pour, celles et ceux qui travaillent, dans le secteur de la microfinance et je vous recommande donc d'y jeter un œil et enfin, dernier point, c'est que fait, Oikocrédit qui donc organise ce webinaire. Lors de, l'étude d'impact, heu, le le point, vraiment important, c'est, la façon dont on montre l'impact, environnemental, dans les programmes et dans les investissements qui sont faits dans le monde. Je vous donnais auparavant un chiffre, et dans ce chiffre, on voit que les gains écologiques sont tout à fait significatifs, mais il faut voir ce qu'il en est, pas simplement pour l'empreinte carbone et sur les émissions de CO2. Nous avons différents points qui peuvent être quantifiés facilement et mesurés de la sorte. Mais le changement social, lui, le changement chez les personnes, il est bien plus difficile de le mesurer. Et c'est ça, généralement, qui a le plus de valeur tout au long de ce processus. Et vous voyez tout ce thème des rapports non financiers qui vont devenir obligatoires pour les grandes entreprises et certaines de taille plus modeste également. Et ces questions sociales devront y être abordées. Évidemment, l'empreinte carbone, c'est facile à mesurer, mais les conséquences sociales, ça l'est beaucoup moins. Une autre chose qui m'a beaucoup plu dans cette présentation,
c'est le fait de créer des capacités, de renforcer les capacités des associés à travers différents modes, comme notamment à travers la gouvernance, avec des services développés en gardant toujours à l'esprit ce besoin. Le changement, il a également eu trait au fait de mettre les clients au cœur des processus et à chercher à mesurer quels sont les véritables impacts sur nos clients. Et généralement, l'impact, il est là quand on travaille avec les associés, avec les institutions financières qui sont en contact direct avec les clients. Et bien sûr, écouter les besoins des clients de façon directe. Et donc ces enquêtes totalement centrées sur les clients sont celles qui permettent d'avoir la valeur ajoutée la plus grande en termes d'impact. Voici la dernière diapositive que je voulais vous présenter qui montre tout ce cycle d'impact tel qu'il a été abordé. Vous avez d'abord les investisseurs, les membres, toute cette chaîne de valeur de l'impact, la contribution, le rendement, mais également en jaune les résultats. Et tout à droite, en vert clair, vous arrivez à l'impact, qui est notre véritable objectif, c'est-à-dire améliorer la vie des individus et de leur communauté. Et je vais vous montrer maintenant une dernière diapositive. Et ça nous montre comment nous pouvons parcourir ce chemin vers l'impact pour favoriser la croissance, l'impact social. C'est le chemin qu'il faut suivre. Mais ce qui me semble le plus important, c'est la technologie. La technologie, aujourd'hui, avec ses avancées significatives, va très bientôt nous permettre de constater, vérifier véritablement l'impact qu'on a cherché à mesurer avec ces entretiens, avec ces investissements dans les différents pays. On verra véritablement quel est l'impact sur nos bénéficiaires, sur ceux qui bénéficient du microcrédit. Et donc, je vous conseille de faire très attention à ces nouvelles technologies et aux progrès qui seront faits dans le domaine des nouvelles technologies. Ça, ce sera crucial. Nous devons également garder l'esprit ouvert, avoir un regard multidisciplinaire, pas simplement nous centrer sur un point précis. Non, on doit comprendre qu'il y a de nombreux facteurs qui rentrent en compte, qu'il faut garder à l'esprit, et parfois des facteurs qu'on n'aurait pas anticipés. C'est ça aussi l'impact. Et bien sûr, toujours travailler sur la base de chiffres et de données, et c'était le cas dans les trois exemples présentés. Et avec ces données, avec des meilleurs systèmes technologiques, je pense que nous serons en mesure de vraiment démontrer l'impact des microfinances dans la vie des personnes et des individus. Parce que c'est finalement ça qui nous intéresse, nous, dans la microfinance, améliorer la vie des individus. Voilà, je crois que j'ai respecté les 20 minutes, Jorge. Et j'ai hâte d'écouter, bien sûr, mon collègue d'Équateur, Luis, qui aura sans doute des choses plus intéressantes qu'à moi à vous dire. C'était simplement pour vous dresser le contexte général. Voilà, je clôt mon partage d'écran. Merci beaucoup, Carmen. Voilà, en effet, tu as bien respecté le temps. C'est pour ça que je t'ai envoyé un petit avertissement que tu as suivi. Ça a été très intéressant, je pense, parce que tu nous as d'une part aidé à séparer le grain de l'ivraie. Nous avons parlé d'impact, d'indicateurs, de résultats. Et ça, c'est toujours important de garder aussi à l'esprit l'intention de notre travail. Ce que nous cherchons à faire, c'est atteindre des objectifs, des résultats. Où veut-on aller? Mais d'autre part, tu nous as parlé aussi de savoir à quel point les résultats sont attribuables, imputables à notre travail et à nos programmes. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec nos partenariats avec des universitaires, avec nos collègues, et ça présente bien sûr des difficultés non négligeables. Donc, merci encore. C'était très intéressant d'entendre cette expérience concrète. Comment est-ce que
fonctionne une activité microfinancière, comment est-ce qu'on peut en mesurer l'impact. Ça, c'est fascinant. Alors, Luis Eduardo, vous allez nous donner un exemple précis. Vous avez occupé différents postes dans des entreprises publiques et privées tout au long de votre carrière. Vous êtes également euh, analyse de projet d'investissement à la Banque de Loja et vous travaillez à l'Université nationale de Loja. Toute votre expérience vous a mené à créer la Fondation de soutien communautaire et social de l'Équateur, FACES, une fondation équatorienne donc qui compte aujourd'hui 25 agences à niveau national. Luis Eduardo est quelqu'un qui est toujours dans l'innovation, qui est convaincu que le secteur des microfinances doit diminuer les coûts de transaction, qu'il doit pouvoir se diversifier, aider à la transformation numérique, à la finance verte et à l'inclusion financière. Et bien sûr, l'impact, l'objectif est toujours le même, améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Alors voilà pour cette présentation. Je vous donne maintenant la parole. Merci, Jorge. Très bien, merci Jorge pour cette présentation. Bonjour, bonsoir, bon après-midi en fonction de quand vous nous regardez depuis où dans le monde. Merci également Carmen pour cette présentation assez intéressante et qui nous montre en tout cas qu'il s'agit d'un sujet complexe. Évidemment, la théorie nous a beaucoup servi pour rendre visible ce sujet et pour réorienter notre travail dans la microfinance. Moi, je vais vous faire une présentation de FACES Microfinanzas, une structure d'organisation pour un plus grand impact des microfinances. Je pense que je vais pouvoir vous présenter plusieurs points intéressants. Tout d'abord, quel est le travail de FACES? Nous avons trois piliers sur lesquels nous œuvrons. Tout d'abord, travailler pour le développement des groupes sociaux en situation de vulnérabilité et d'exclusion, disposant de moins de ressources, et le développement de leurs activités productives. Deuxième pilier, faciliter l'accès aux ressources humaines, techniques et économiques pour la croissance personnelle des individus, l'amélioration de leurs conditions de vie, de celles de leur famille, et enfin, produire des alternatives pour le développement et la défense des ressources naturelles dans le cadre de stratégies d'agriculture durable et de chaînes de valeur durables également. Et on voit comment cette théorie peut maintenant être transformée en réalité. Voilà notre philosophie en tout cas. Nous voulons travailler sur trois thèmes en vert, fournir des services de santé, en gris, fournir des ressources financières pour faciliter l'emploi et augmenter les revenus, et en bleu, fournir des ressources techniques pour le développement des capacités techniques et pour améliorer les compétences des individus. Tout ça, cela constitue une micro-entreprise familiale. Nous travaillons notamment à travers des campagnes de sensibilisation, des campagnes médicales dans les secteurs avec lesquels nous travaillons. Et pour y arriver, pour améliorer le bien-être, on doit travailler au niveau de FACES, au niveau de la communauté, au niveau micro également, et avec d'autres organismes. La planification stratégique, ça j'ai voulu le mettre en relief parce que c'est fondamental pour mesurer l'impact que l'on veut obtenir et pour l'atteindre. Autrement dit, que qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif et comment je le fais dans le temps? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Si notre objectif, c'est d'avoir des conséquences positives dans la société et pour l'environnement, nous devons imaginer comment y arriver. Et nous le faisons avec les microfinances et la responsabilité sociale. Toutes les institutions doivent permettre d'aider dans ces deux domaines à travers différentes stratégies pertinentes pour les différentes institutions. Et tout à droite, vous avez le contrôle interne et externe avec des audits,
et avec des ratings financiers et autres via des entités spécialisées. Il est également important de comprendre ce qu'il en est des personnes. Nous voyons que nous avons des dynamiques différentes en fonction des différents secteurs. Et bien sûr, l'exécutif, l'administratif reste pertinent, mais représente 10%. Si vous avez trop d'exécutifs, trop de personnes qui sont des cadres, qui réfléchissent, mais qui ne travaillent pas concrètement à atteindre l'objectif, on risque de le perdre de vue. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, comme l'a dit en tout cas Jorge, nés au sud du pays, à Loja, pour plusieurs raisons. Parce que généralement, dans nos pays, ce sont les peuples les parties plus développées qui sont au nord, et nous avons toujours eu au sud des difficultés. Chaque mois de février, il y avait des difficultés à la frontière avec le Pérou, des échanges de tirs, et il fallait investir beaucoup de budget dans l'armée, ce qui était autant d'argent non investi dans le pays. Et bien souvent, nous avons pu constater qu'il y avait des difficultés au sud, et c'était en fait les militaires qui décidaient de l'utilisation des ressources au niveau local, ce qui était un problème. Et nous avons cherché à nous baser sur cette région de l'Orva et à finir par travailler au sud ou au centre du pays, dans différents secteurs d'importance pour la production dans le pays, de par les productions ou la façon de travailler particulière. Également, pour que vous puissiez le voir, je vous montre que nous travaillons surtout dans ce qu'on appelle les barrios, les quartiers. Et puis, c'est l'unité de mesure la plus petite, et on monte en gamme, on passe aux régions, aux provinces, aux agences, aux cantons, aux paroisses. Nous sommes dans la région amazonienne également. Ce qui est important, c'est que les moyens numériques utilisés ne sont pas forcément là pour les institutions. Nos clients, nos personnes évaluant les entreprises peuvent avoir accès à une application qui leur fournit des informations. Par exemple, si ils se rendent sur place, nous avons une application agricole pour nos clients. Nous avons une application également donc pour les clients qui ne sont pas dans le secteur rural. Nous avons également un système sur WhatsApp. Autrement dit, nous ne sommes pas les seuls dans l'institution à disposer de cette nouvelle technologie. Non, nos clients peuvent les utiliser également directement pour bénéficier de ces outils numériques directement. Nous fournissons une protection transversale aux clients. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Nous travaillons sur un système de PQRS, autrement dit des pétitions, des plaintes, des réclamations et des suggestions. Ça nous permet de faire circuler les informations et nous allons transférer toutes les informations aux différents étages de notre institution, pas simplement pour prendre le pouls de nos clients, mais pour les écouter directement au quotidien et pour savoir quelles sont les grandes questions qui se posent, quelles sont les solutions qu'on pourra donc fournir. Autre sujet qui nous semble très important, qui a trait avec notre collecte de données et d'informations, nous sommes en mesure d'avoir des données sur le profil de nos clients. Nous avons un profil ventilé selon différentes régions, sud, côte ou nord. Nous connaissons les variables sociales ou les variables financières. Elles vont nous permettre de créer des produits adaptés aux situations locales pour avoir un véritable impact. Nous avons de 12 à 14 indicateurs sociaux qui sont pertinents et à cet effet que nous utilisons régulièrement.
Et donc, vous voyez quelle est notre conception des microfinances. Le mandat, c'est le développement de groupes de, ayant de moindres ressources. Des personnes en condition de vulnérabilité, d'exclusion, qui ont des difficultés liées à leur genre, à leur âge, à leurs capacités physiques ou intellectuelles différentes parfois. Ça, c'est pour des hommes et des femmes. Le but, c'est d'aider celles et ceux qui travaillent pour eux, qui sont à leur compte et qui doivent donc assumer certains risques. L'idée, c'est que ces personnes puissent avoir une activité productive et qu'ils puissent vivre de leurs propres revenus. Et pour y arriver, nous travaillons sur l'accès aux ressources. Les stratégies, ce sont les microcrédits, les moyens techniques, le renforcement des capacités et les ressources humaines, le renforcement des unités productives et de la chaîne de valeur. Cela permet d'atteindre une croissance pour les individus, à la fois personnelle, à la fois dans leur famille et à la fois dans une micro-entreprise. Parce que la micro-entreprise qui se développe leur permet d'augmenter leurs revenus, mais nous pensons que ça a à voir aussi avec des questions personnelles et de bien-être dans leur famille. Et puis nous défendons l'environnement à travers différentes stratégies, notamment des chaînes productives, des chaînes de valeur plus durables et une agriculture verte. Voilà ce qui nous permet d'atteindre notre objectif. Mais il y a également la question de la responsabilité sociale. Nous avons des clients externes et des clients internes devant lesquels nous sommes responsables. Tout d'abord, comment assurer la promotion, le développement économique de la micro-entreprise par l'inclusion financière, l'inclusion numérique, l'inclusion au travail et, point petit 4, le développement de micro-entreprises. Et puis, quels sont les moyens utilisés pour y arriver? Le renforcement de capacité, le financement des plus pauvres à travers des programmes dédiés, le programme Mi Prima la Cuna, par exemple, mon premier verso, etc., etc. Tous ces services sont fournis à travers les services PQRS, la Smart Campaign, le PPI et l'audit SP14. Et je peux d'ailleurs vous dire qu'après notre analyse, nous avons eu une cotation or parce que nous avons respecté 100% l'intégralité de nos mandats. Mais nous devons également être en ligne avec nos valeurs quand on travaille avec des clients en interne. Comment nous assurer de garantir, autrement dit, un véritable développement du talent humain? Alors, nous mettons des femmes au poste de direction, c'est très important. Nous travaillons sur la formation et le renforcement des employés. Nous voulons également diminuer nos conséquences environnementales. En tout cas, toutes ces choses que nous faisons, elles sont également contrôlées pour être vérifiées, prouvées et pour pouvoir travailler avec d'autres partenaires et montrer l'exemple. Nous avons trois axes sur lesquels nous travaillons quand nous parlons d'information et d'évaluation d'impact. La collecte de données à travers les mécanismes que vous connaissez sans doute, le traitement et puis l'analyse des résultats. Je dois vous dire que nous faisons une collecte de données clients très profonde à différents niveaux qui nous permet de vraiment établir un profil. Nous faisons également des enquêtes sur terrain et des enquêtes par téléphone aux grandes personnalités locales, auprès des grandes personnalités locales. Nous avons ensuite le traitement des données avec des institutions de crédit, des comités, des processus de contrôle, d'analyse du risque, des opérations comptables, du reporting et du reporting d'indicateurs d'impact. Tout ceci nous permet de traiter les données, de comprendre quels sont les changements qui ont lieu et nous avons ensuite bien sûr les résultats, analyse de rapports financiers, études de tendance, PPI, impact du microcrédit. Nous travaillons sur le balance score credit financier et social et nous avons adapté sur la base de ce BSC nos propres indicateurs. Nous faisons une mesure des EDS et d'autres analyses complémentaires qui nous permettent d'analyser en profondeur nos données. Nous sommes actuellement en train de mener à bien une évaluation du niveau de pauvreté que nous menons depuis 4 ans et qui durera un an de plus, 5 ans au total.
Nous avons un groupe contrôle de personnes ayant reçu des microcrédits et nous voyons ce que cela change. Et nous avons toutes ces variables sur lesquelles nous travaillons. En bleu ici, ce sont celles-ci qui sont pertinentes pour être bien plus certain des conséquences de nos actes et avoir davantage de fiabilité. Voici ici la stratégie d'entreprise pour 2024. L'inclusion financière, l'inclusion numérique et l'inclusion au travail en sont les piliers. L'inclusion financière, c'est se demander comment toucher davantage de localités et comment passer de localités plutôt pauvres à des secteurs ayant un fort niveau de satisfaction. Nous travaillons dans des secteurs urbains ou ruraux. Nous sommes souvent en train de travailler avec des personnes qui sont dans des stratégies de survie, qui disposent de moins de 2 dollars quotidiens de revenus, des personnes qui ont des incapacités parfois, et nous essayons de travailler avec les femmes micro-entrepreneuses qui pourront transmettre les connaissances par la suite, notamment dans les zones rurales. L'inclusion numérique est également très importante pour nous. Pas simplement parce que ça nous permet de connaître les résultats de notre travail, mais c'est parce que cela nous permet également de fournir des informations à nos clients sur l'ensemble des processus. À travers ces outils numériques, nos clients sont en mesure d'être informés quant au prix sur le marché, quant au calendrier lunaire par exemple, dans l'agriculture, une série d'informations qui leur sont utiles. L'inclusion au travail, enfin, nous cherchons à voir comment tous et toutes, quelle que soit leur origine ethnique, leur genre, leur âge, leurs incapacités, peuvent avoir les mêmes opportunités. Et in fine, nous arrivons au développement des micro-entreprises, nous renforçons les unités de production individuelles, nous améliorons les ventes et nous améliorons la situation en général. Les produits que nous utilisons, ce sont des microcrédits pour les entreprises, pour l'écologie et pour la responsabilité sociale. Mais d'autres actions fondamentales sont à mener à bien en dehors du microcrédit, notamment le renforcement des capacités. Ça, on le propose de façon gratuite parce que au mieux les personnes gèrent leurs capacités, leurs connaissances, mieux elles produiront. Nous avons également le programme Mon Premier Verso, Mi Primera Cuna, qui permet de limiter la mortalité infantile. Vous voyez que 30 à 32% des enfants mouraient asphyxiés dès leur naissance. Et donc, nous avons ici ce programme qui permet de réduire ce taux de mortalité infantile et qui permet également d'aider les mères à bien s'occuper des enfants, à bien les nourrir dès leur naissance. Ça, c'est un travail très utile. De plus, nous assurons un suivi des objectifs de développement durable, des ODD. Nous avons de plus en plus réussi à tendre vers ces objectifs. Nous avons différents objectifs que nous mesurons, vous le voyez à l'écran. Il y a certains indicateurs que l'on peut non seulement mesurer, mais en fait tout simplement atteindre comme objectif, et c'est le cas pour certains chez nous. Nous voyons également ce qu'il en est dans notre région. Quels sont les résultats des autres institutions? Nous travaillons du point de vue social et financier. Nous mesurons également les performances sociales d'autres institutions, ce qui nous permet de nous situer dans nos activités. Nous mesurons, je vous l'ai dit, la pauvreté. Ici, vous voyez le pourcentage de personnes dans les différentes régions sous le seuil de pauvreté. Nous comparons ce niveau avec la pauvreté au niveau national, la pauvreté urbaine et la pauvreté rurale. Nous voyons là où la pauvreté est le plus présente, dans quel secteur. Nous voyons également les différences de pauvreté en fonction des genres.
là où nous pouvons travailler davantage pour avoir le plus de conséquences. Nous savons également comment nos différents produits fonctionnent, quelles sont les activités qui permettent la plupart du temps de changer les choses, comment financer ces activités également, c'est une question que nous nous posons. Vous voyez ici que 9% de nos projets sont investis dans des crédits verts. Ce qui est intéressant, c'est que nous proposons ces crédits avec des taux d'intérêt plus faibles. Alors c'est très bien de proposer des crédits verts, mais parlons surtout des taux d'intérêt, parce que s'ils sont plus faibles, ça nous permet d'améliorer collectivement l'environnement. Et donc il faut que ce taux d'intérêt soit suffisamment faible et accessible à tous. Ces prêts soient accessibles à tous. Je vous avais parlé ici du renforcement de capacité du point de vue technique, social et financier. Vous le voyez avec ces chiffres. On parle également d'éducation, d'amélioration de l'accès à la technique également. Et vous voyez ici le programme Mi Primera Cuna, combien de berceaux, autrement dit, ont été fournis aux femmes. Et par berceau, on parle aussi de l'aide que l'on fournit. Donc nous l'avons fait pour 51 femmes et 25 hommes. Et nous le faisons en partie pour nos employés, en partie pour nos clients. Ça, c'est également important de travailler sur ces sujets que je vous montre maintenant. Nous cherchons à améliorer la qualité de vie des personnes. Et dans le monde entier, on le voit, toutes les études le disent, nous pouvons parfois être en difficulté parce que nous n'avons pas d'argent. Mais pas seulement. Si vous voulez avoir une chambre chez vous, construire une chambre ou rénover une chambre parce que la famille en a besoin, eh bien on dit faisons-le, mais faisons-le collectivement et finançons-le à travers des microcrédits. Vous voyez que nous avons fourni 1,5 million de dollars pour y arriver. Pour l'eau saine également, l'eau propre. Nous avons un projet dédié. Ça permet de réduire les taux de maladie dans les foyers si l'eau est bonne, parce que l'eau, c'est fondamental pour la santé des individus, pour lutter contre les maladies en général. Nous mesurons les données financières de nos clients. Nous essayons de voir quel est notre parcours, d'où venons-nous, où arrivons-nous. C'est ça qui nous permet de mesurer notre impact. Et vous voyez également ce tableau du BSC social. Et nous mesurons donc la responsabilité sociale auprès des clients et des communautés, mais également la responsabilité sociale auprès de nos collaborateurs et de leurs familles. Ça nous permet, autrement dit, de savoir si nos données s'améliorent, si nous tendons vers nos objectifs, si nous respectons notre stratégie. Parce que mesurer l'impact, ce n'est pas simplement après avoir fait quelque chose, regarder une fois si ça va bien. Non, il faut voir le long terme et voir si nos actes rentrent dans le cadre de nos objectifs et de notre stratégie. Alors, je vois que le temps file, je vais essayer d'être bref. En tout cas, quels sont les principaux impacts identifiés? Pour moi, je pense que c'est le fait que depuis 33 ans, nous ayons eu 500 000 millions de dollars pour 294 000 micro-entreprises. Ça nous a renforcés dans le secteur. Mais le plus important, c'est que les micro-entreprises aient également pu permettre de créer des postes de travail. Des postes parfois temporaires, parfois permanents. Ces emplois ont été créés et ça, c'est un des objectifs pour le développement des pays. Et les pays pauvres, les pays qui généralement
ont ces difficultés fortes pourront trouver des solutions là-dessus. 56% des crédits concédés ont été renouvelés en moyenne 22 fois avec un temps de 1,5 ans. Donc on voit que les gens ont bien souvent besoin de ressources pour favoriser leur croissance, pas simplement de leur micro-entreprise, mais pour aussi augmenter leur qualité de vie. 26% des clients ont amélioré leur logement. Voilà, ça c'est le fait. Auparavant, on voyait qu'il y a des gens qui achetaient des logements, mais ça ne suffit pas. Il faut voir comment ils améliorent ces logements une fois achetés. Et on voit que les détenteurs de micro-entreprises ont pu améliorer pour 26% leur logement. Également, il y a la question des femmes dans la prise de décision. Ça, c'est fondamental. Enfin, nous avons quelques autres points à aborder qui sont fondamentaux pour véritablement développer les micro-entreprises, également pour les femmes. Et ça, c'est fondamental également dans la réalité. Qu'en est-il de la chaîne de valeur du café, par exemple? Qu'en est-il de l'alimentation, la nutrition des populations? Ça ne peut y arriver que si la population travaille ensemble. Et donc, on voit ici ce qu'il en est, des illustrations, à quel point les postes de travail jouent un rôle clé et à quel point les femmes arrivent à structurer l'économie au niveau local. Elles ont des capacités très fortes pour cela. On voit que dans la paysannerie, mais dans d'autres secteurs également, elles utilisent différents moyens techniques. Ça, par exemple, ça fonctionne, mais il faut aussi prendre en compte, voilà, pour une femme, là, si vous faites ça, vous utilisez du bois, vous allez devoir dépenser beaucoup en bois, il y a peut-être une meilleure façon de faire. Et vous voyez des exemples de réussite ici à l'écran. Enfin, pour conclure, c'est que si nous arrivons à travailler davantage avec les personnes les plus démunies, nous arriverons à avoir davantage de résultats, mais il faut aussi mieux travailler et c'est pour ça qu'on veut mesurer ce que nous faisons. Nous avons 0,8% de personnes qui ont été en difficulté parce qu'elles n'arrivaient pas à gérer l'argent qu'elles avaient reçu, parce que les personnes chargées de l'évaluation leur ont donné trop de ressources et ça pose problème parce que les personnes restent étouffées par les crédits si elles ne les gèrent pas bien. Avec des institutions de crédit traditionnelles, elles retournent en fait à la case départ. Elles retournent vers des intermédiaires qui vont tout simplement chercher à les exploiter. Donc nous, et j'en reste convaincu, devons avoir des finances éthiques pour les plus pauvres. Comment nous sommes en mesure de dire oui ou non à des lignes de crédit en fonction des besoins et en fonction de la réalité des gens. Nous ne devons pas nous nourrir sur le désespoir des gens qui voudraient des crédits alors que cela les mettrait en fait en difficulté. Nous devons chercher à les accompagner au mieux. Voici donc ce rapide tour de nos activités. Je vais conclure maintenant. Je pense que je suis à peu près 20 minutes d'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luis Eduardo. C'était très intéressant et on a bien compris alors la théorie que vous nous avez expliquée concernant nos objectifs, notre mission et quelles sont les stratégies alignées pour mener à bien notre mission. Et surtout, la quantité énormissime de données que vous gérez pour vérifier si vos actions vous permettent d'atteindre vos objectifs. Donc,
C'est une très bonne chose puisque ça permet vraiment de comprendre comment agir, mais aussi et surtout comment mieux faire, comment adapter les outils. Et cela, évidemment, ne se limite pas qu'à la microfinance, mais à un système beaucoup plus vaste, toujours dans l'objectif d'aider les personnes les plus vulnérables. Donc voilà, toute cette méthodologie permet de voir l'évolution chez les gens à mesure qu'ils utilisent les crédits ou le système de sévices, ou cette étude clinique, cet essai clinique de contrôle randomisé sur 5 ans et qui permet de fournir davantage d'informations pour savoir si oui ou non nous avons un impact au niveau communautaire, collectif, qui peut être non seulement montré à l'extérieur, mais qui aussi renforce votre position, ce que vous faites. Pour, celles et ceux, qui participent, on vous avait dit au début que vous pouviez envoyer vos commentaires et vos questions à travers l'outil, Q&R, questions et réponses, en bas de votre écran. Et je sais que mes collègues gardaient un œil, sur, ces questions-réponses. Alors je cherche si on en a. Et alors, je vais essayer d'avoir accès à la liste des questions, mais il semblerait qu'il n'y en a pas. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant et en attendant, je vais en poser quelques-unes. Certains ont parlé de cet impact social, cette évaluation sociale. On parle plus ou moins de la même chose. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, peut-être Carmen, qui a un point de vue un peu plus abstrait? Eh bien, avant ça, je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse. Déjà, félicitations à l'organisation, puisque vraiment bravo, bravo à l'autre organisation. Je suis époustouflée par la quantité de données, de tâches qu'ils gèrent, etc. Donc, vraiment, félicitations, félicitations. De manière générale, quand on parle dans le monde universitaire de l'évaluation sociale, on parle de l'institution, donc à savoir si l'institution, l'organisation sociale réussit à atteindre ses objectifs sociaux en lien avec sa mission et sa stratégie. Donc, quand on parle d'impact sur les personnes ou sur la planète. Et en vrai, on fait la différence, mais en soi, si on associe ces deux points, si une organisation naît pour réduire la pauvreté, eh bien, c'est une mission en soi, mais au final, ça a des conséquences. Si on améliore la santé de la planète, disons, ça a des conséquences positives sur la vie de tout un chacun. Et étant donné la quantité de données que Luis Eduardo a partagées avec nous, j'ai réfléchi, il a parlé plusieurs fois du fait que la microfinance était pionnière dans l'évaluation de l'impact social. Pionnière, puisqu'il s'agit vraiment d'une méthodologie qui, grâce à des nuances, a pu permettre d'établir des mesures, des indicateurs pour évaluer les résultats d'une manière comparable et pour voir si l'impact social dans, est vraiment dans, disons, en Équateur, dans un cadre donné, est comparable à une initiative similaire en Bosnie ou ailleurs.
Et c'est un petit peu comme si on parlait d'une inflation de méthodologie qui parfois ne nous permet pas en fait vraiment de voir l'aspect humain et les conséquences, les, les conséquences tangibles en fait de ces actions dans les communautés dans lesquelles on agit. Ou que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est le contraire? Plus on a de données, mieux c'est? Alors, il faut voir la ligne du temps. Nous avons une ligne directrice sur le temps. Et parfois, on ne pense pas aux problèmes, disons, aux ramifications autour. Donc, il faut vraiment y prêter attention pour réfléchir aux conséquences futures quand on met une date de fin pour l'établissement d'une structure. Pourquoi est-ce qu'on a généré autant de mesures, autant d'indicateurs qui sont tous et toutes nécessaires et bons? Mais c'est en raison de l'absence d'études profondes. Pendant de nombreuses années, tout le monde a dit que la microfinance avait un impact tellement incroyable qu'il n'y avait rien de mieux. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres facteurs externes, d'autres facteurs qui vont arriver, des facteurs politiques, climatiques, financiers. Donc, si on a une capacité, une stratégie d'adaptation assez grande, peu importe les phénomènes qui auront lieu, eh bien, ils pourront être intégrés, on pourra les gérer et on pourra continuer à avancer. Donc, il s'agit vraiment là d'une stratégie. Mais parfois, on ne connaît pas la réalité d'une personne. Donc, ça permet de générer de nouveaux modèles. Et ça permet d'inclure aussi cette auto-perception dont on a parlé. Parce que très souvent, on écoute beaucoup les discours politiques, mais on voit qu'il y a malgré tout des failles. Et ce qu'on a raté, c'est qu'en fait, la perception varie d'une personne à l'autre. Et l'objectif, c'est d'éviter de se retrouver surpris, bouche bée, parce qu'on a oublié quelque chose. Donc, il faut vraiment suivre tout le développement de tous ces entrepreneurs, entrepreneuses, pour pouvoir intégrer certaines mesures qui nous permettent d'y arriver. Ces études internationales sont une comparaison. Et il y a des mesures importantes dans ces études, mais alors parfois on dit que voilà, tous les pays sont différents et donc c'est trop compliqué, mais il y a certaines mesures que l'on peut mesurer, que l'on peut prendre en compte et qu'on peut utiliser, peu importe la réalité de chacun. Pardon, j'avais oublié de rallumer mon micro. Et il y a une question de- d'un spectateur et qui demande quel est le montant d'intérêt en général pour un client de microfinance en Équateur par rapport aux banques traditionnelles. Et est-ce qu'on peut faire le lien peut-être avec l'impact social? Comment est-ce que le taux d'intérêt peut déterminer l'impact social? Eh bien, en Équateur, les taux d'intérêt, malheureusement, c'est l'État qui le fixe. Et le taux le plus élevé, pardon, peut-être 28-30%. Et puis il y a d'autres tranches entre 10 et 15%. Le fait est que
Il y a un risque par rapport aux activités qui sont financées, puisque quand on prête cet argent, il n'y a aucune garantie que l'on le récupère. Et donc, c'est un risque qui doit être assumé aussi. Donc, nous avons ce taux élevé, on essaye de le faire baisser, euh, à peu près 8%, un peu, environ. Et on essaye vraiment, mais il y a aussi des négociations externes. On compare aussi le taux d'intérêt par rapport à l'international, plus les coûts euh, de, de gestion, et on arrive facilement à 12%. Mais effectivement, il faut que les microfinances soient sociales, mais il ne faut pas aussi que ce soit à perte. Ainsi, si on parle du taux d'intérêt, la moyenne, c'est environ 22%, contre un taux différent peut-être non, on peut pas, d'un autre taux qu'on ne peut pas comparer. En fait, nous, on est à peu près 22% par an. Et le crédit est un outil qui permet à tout un chacun de mieux comprendre le système financier aussi. Et le taux, notre taux est donc bien plus faible qu'un formel, que dans d'autres pays. Au Mexique, par exemple, on parle de 70-80%, nous on est à 22%. Donc, ça dépend du pays. Si les taux se libéralisent, il est certain que les coûts répercuteront cela. Et de nombreuses personnes confondent. On dit, mais il faut imposer juste 1% pour les personnes les plus pauvres. Mais on peut même faire, entre guillemets, cadeau de cet intérêt, mais il faut aussi former les personnes. Donc, ce dilemme du taux d'intérêt est important. Et ça pourrait être moins de 20%, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner et que le bénéficiaire pourra repayer. Merci beaucoup, Luis Eduardo. Nous avons une autre question quant au risque par rapport aux variations d'intérêt, par rapport au taux d'intérêt par rapport aux banques plus conventionnelles. Mais je crois que nous manquons un peu de temps, malheureusement. On va devoir conclure ce webinaire parce qu'on avait prévu de durer 1 heure, 1 h 5 et nous avons un peu de retard. Alors voilà, pour respecter les équipes qui sont derrière, je pense que nous allons clore pour l'instant. J'aimerais en tout cas vous remercier profondément, Carmen et Louis, pour votre intervention. Je vous dis également que ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez le recommander à ceux que ça intéresserait. Et j'espère que vous pourrez également répondre à quelques petites questions et partager la satisfaction quant à ce webinaire. Vous a-t-il plu ou pas? Nous clôturons avec ce webinaire, en tout cas un cycle de 3 webinaires qui ont été fascinants à mon sens. Et j'espère que ça l'aura été pour vous également. Nous espérons pouvoir continuer à travailler ensemble et à organiser ce genre de webinaire à l'avenir, puisqu'on voit qu'il vous intéresse et qu'il reste encore beaucoup à dire, je n'en doute pas. Comme Carmen nous le disait, il y a encore certaines choses qui n'ont pas été prouvées au sens scientifique, mais on le voit, nous qui sommes sur le terrain, quelles sont les conséquences positives du microcrédit. On voit que la vie des gens change, on voit que les gens se tournent de façon répétée vers les services de microcrédit, et donc cela montre bien que ceci les aide, et ça montre bien les impacts sociaux qu'a le microcrédit. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à tous et à toutes, et à très bientôt, j'espère. Merci, merci, à la prochaine.